Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 27 juin 2023. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver en cette semaine qui commence de façon plutôt calme. Oui, il est vrai, moi je me suis un peu inquiété le week-end dernier eu égard aux événements géopolitiques mais qui se sont révélés finalement être éphémères. La semaine démarre dans le calme sur les marchés financiers, la volatilité implicite reste basse sur le marché action et overall, le marché crypto reste l'idée par le cours du Bitcoin. C'est vrai que c'est quand même le patron actuellement. Alors d'ailleurs, c'est un peu la question que je vais traiter dans cette vidéo. Jusqu'à quand? En tout cas, c'est le titre que j'ai choisi. Après, je vais traiter comme d'habitude un certain nombre de sujets, global, macro, fondamentalo, technique. Oui, mais jusqu'à quand sera-t-il leader, ce bon vieux BTC? Et d'ailleurs, menace-t-il encore de décrocher? Oui, c'est vrai que le rebond sur les 24-25 000 dollars peut sembler à certains presque trop parfait sur le plan chartiste. Alors, la plupart d'entre nous, nous avions vu le support, il était là, il a été un peu travaillé. Il a été travaillé presque un peu en mode cas d'école, puisque le marché est venu chercher l'intervalle entre le cours de clôture et la mèche haute de l'ancien support, avant de proposer une impulsion. C'était une sorte de structure en biseau descendant, falling wedge. Et finalement, le marché a proposé un rebond classique sans piège. C'est ça qui est surprenant parce que ces derniers mois, même davantage, c'est un marché qui nous habitue à aller chasser la liquidité, à malmener les niveaux horizontaux et à faire régulièrement des contre-pieds. C'est ce qui s'était passé avec la crise bancaire. Alors, j'ai le sentiment que la majorité d'entre vous, d'entre nous, moi compris, enfin bref, tout le monde, ceux qui s'intéressent au marché crypto, reste dans une relative inquiétude. C'est-à-dire que ça semble trop parfait sur le plan technique. Alors même si, attention, le cours du Bitcoin n'a pas réalisé de cassure technique haussière des 31 000 dollars. Au fond, là, il est sous résistance. Mais il marque une petite pause sous résistance et tout le monde se dit que après une phase de retracement qui peut peut-être nous emmener jusqu'à 28 500, 28 008, il réalisera son breakout haussier. Bon, bref. En tout cas, il y a quand même une relative inquiétude parce que, d'une part, alors le contexte fondamental, j'en dirai un mot, tout le monde sait qu'il reste compliqué, même si nous sommes clairement au bout du tunnel. Ce que je veux dire, c'est que les politiques monétaires restrictives des grandes banques centrales occidentales, elles sont proches du sommet, du plus haut degré de leur degré restrictif. C'est-à-dire qu'en gros, leur taux terminal est en approche, il est en vue. Ensuite, la vraie question, c'est quoi? C'est combien de temps vont-elles maintenir ces taux d'intérêt très élevés? Elles vont cesser de les monter, mais combien de temps vont-elles les maintenir très élevés? Et c'est ça ensuite qui viendra agir sur les actifs risqués en bourse. Mais bref, revenons à nos moutons. Il y a de l'actualité en fait sur le marché crypto qui concerne clairement que Bitcoin. Bitcoin est leader. Jusqu'à quand le sera-t-il? Quels sont les outils pour ça? Il y a la dominance du Bitcoin. On peut aussi regarder quoi? Les paires en BTC. L'analyse chartiste, moi j'appelle ça des ratios, mais vous prenez n'importe quel token face au BTC. Et certains commencent à arriver sur support. Certains reviennent d'ailleurs sur des niveaux plus bas historiques. Alors, dites-vous bien une chose, soyez certain d'une chose. La dominance du BTC, même si on peut avoir le sentiment qu'elle peut venir jusqu'à 57 ou 58%, qui était à l'époque le point de décrochage qu'avait créé la saison des alts début 2021, moi je pense que d'abord on reviendra un peu retracé, et puis peut-être après derrière aller plus haut, parce que c'est vrai que l'actualité actuellement, elle concerne en fait finalement la seule chose qui peut driver la tendance de long terme, les flux institutionnels, et avec toute cette actualité autour des ETF Bitcoin, que ce soit en Occident, mais aussi en Chine, enfin en Chine, en tout cas à Hong Kong. Vous avez un excellent article sur le site Cryptost qui parle de ce sujet-là, avec, alors carrément à Hong Kong, c'est le régulateur qui incite fortement les banques qui agissent localement à proposer les ETF qui sont disponibles à leurs clients. Donc oui, cela amène des flux et oui, clairement, actuellement, les flux institutionnels portent le cours du Bitcoin. Donc c'est pas un mouvement massif en faveur du marché crypto. Pour l'instant, c'est vraiment centré sur le cours du BTC. Voilà, chers amis, Bitcoin leader jusqu'à quand? Eh bien, écoutez, permettez-moi maintenant de faire un petit tour, de me réinstaller tranquillement et de suivre mon plan gentiment. À tout de suite. Voilà, chers amis, je me suis réinstallé, je suis juste en bas. Voilà, coucou. Je vous ai mis, à l'histoire de se faire un peu plaisir, la heatmap crypto depuis le début de l'année, mais je voulais commencer par la heatmap crypto avant de suivre mon plan. D'ailleurs, le plan, si vous voulez gagner du temps, regardez la barre de temps tout en bas. La petite timeline, comme on dit, le chapitrage, bref, j'ai tout chapitré, donc vous pouvez aller là où ça vous intéresse.
plus directement, notamment la partie technique, j'imagine. Donc, la heatmap crypto depuis le début de l'année, et finalement, je trouve qu'elle est assez symptomatique, j'aime bien ce mot, ça fait intelligent, elle est assez symptomatique de ce qui se passe sur le marché crypto, puisque nous avons alors du 83% pour le BTC, du 50% pour Ethereum, il y a du rouge parmi les alts majeurs, et le Binance Coin qui est en baisse depuis le début de l'année, donc en fait, tout est là. Tout est là. Il y a actuellement un manque d'homogénéité au sein du marché crypto, alors qui somme toute est classique parce que la dominance du Bitcoin, moi typiquement je me souviens de cette période-là entre août 2020 et décembre 2020, la première poussée du marché crypto était du fait du Bitcoin. Avant la saison des alts, qui constitue la saison des alts, c'est quand les troupes suivent le général. C'est quand les bons petits soldats, les officiers, les sous-officiers, suivent le général de division, le général de corps d'armée, le général de brigade. Peu importe, actuellement, nous ne sommes pas dans une saison des alts. Moi, je pense encore que nous sommes plutôt dans cette phase-là. Maintenant, est-ce qu'on pousse jusque-là? Est-ce que d'abord on retrace un peu avant d'avoir ensuite une saison des alts? Bon, ça nous verra bien. Mais actuellement, donc, c'est BTC pour un certain nombre de raisons qui est leader. Alors, un mot sur les fondamentaux, sur l'ensemble de la semaine. Alors, un mot sur les fondamentaux, ce sont toujours les mêmes sujets, c'est-à-dire que je ne vais pas tout redétailler, mais la probabilité d'une récession en Occident. Le débat a été relancé parce que les indicateurs macroéconomiques avancés sont au plus bas, notamment dans le secteur industriel. 2024 pourrait être une année de croissance nulle, notamment aux États-Unis. Mais en même temps, il y a l'Inde, il y a la Chine, qui, elles, sont très loin de tendre vers la récession, au contraire. Donc, il y a peut-être un équilibre des forces qui se trouve ici. Les thématiques de l'inflation en Occident, les politiques restrictives qui sont faites pour lutter contre l'inflation, mais voilà, qui sont proches d'atteindre leur sommet. Et on connaît le lien entre le cours du Bitcoin, les actifs risqués, le cycle des taux d'intérêt, patati patata, c'est une semaine classique, il y a des statistiques un peu dans tous les sens, mais voilà, elle est globalement classique cette semaine. Le temps fort, c'est quoi? Et après j'arrête d'en parler. C'est l'inflation américaine. Et oui, encore. Écoutez, on n'a pas fini d'entendre parler. De toute façon, c'est comme ça que marchent les marchés financiers. L'inflation, ce vendredi, l'inflation PCE ou PCI, peu importe comment on le dit, c'est l'indice d'inflation que suit la Fed. Et actuellement, il baisse. Il est attendu en baisse. Voilà, c'est tout. C'est le temps fort de la semaine. Maintenant, on regarde les autres éléments. Donc oui, le débat, alors ça a été publié la semaine dernière, vendredi, l'indice PMI manufacturier des États-Unis selon l'ISM, vous voyez qu'il s'enfonce sous 50, donc anticipation de contraction pour le secteur manufacturier des États-Unis, cela correspondait à des récessions, par exemple celle de la crise sanitaire, la crise financière, la bulle Internet, la récession de la bulle Internet, bon voilà, donc ça forcément, ça inquiète, mais on s'en fiche. Les indices d'inflation américains sont sous vos yeux. Cette semaine, qu'est-ce qui est mis à jour? Alors regardez, je vais zoomer. Voilà, vous reconnaissez les couleurs. Cette semaine, ce qui est mis à jour, c'est le violet et le vert. En fait, c'est la même chose, sauf que le vert, le PCE, c'est en version nominale, en violet, c'est en version sous-jacente. Tout ce beau monde, tout ce beau petit monde, il est à 4,4. Oui, il est à 4,4. Mais il est attendu en baisse. Et pour ça, j'utilise l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland, qui est une des antennes régionales de la Réserve fédérale des États-Unis. Il est attendu à 3,87, puis en juin à 3,23. Tout ça, c'est bien, oui, mais les cibles de la Banque centrale, c'est 2%. Donc, il va falloir confirmer tout ça cet été. Voilà, donc ça, c'est pour les temps forts fondamentaux de la semaine. Les institutionnels sont en phase d'accumulation. Alors là, c'est une réalité. C'est l'actualité majeure actuellement en ce qui concerne le cours du Bitcoin. Et c'est au cœur. C'est au cœur. C'est le cœur battant du fait qu'il soit revenu à 31 000 $. Les ETF. Les ETF, ça attire des particuliers, certes, ça attire surtout des institutionnels et de manière massive sur des montants astronomiques. On parle bien sûr de ce qu'a BlackRock qui a fait une demande d'ETF auprès de la SEC aux États-Unis. Il y a déjà des ETF qui existent. Il y a Hong Kong qui passe clairement la 5e ou la 6e parce qu'ils avaient pris de l'avance. Carrément le régulateur qui met la pression sur les banques locales pour qu'elles distribuent les ETF qui sont disponibles, des ETF en plus avec effet de levier, enfin tout ça est intéressant. Les institutionnels sont là. D'ailleurs, il y a une mesure pour cela. Lorsqu'on parle d'institutionnels, on parle de contrats futurs, on parle de contrats d'options, on parle d'ETF. Eh bien, vous avez ici
en vert, la mesure dite de l'open interest, la quantité de contrats futurs actuellement sur donc ici sur le cours du Bitcoin. Sur le cours du Bitcoin. Bon, c'est en vert. Vous voyez qu'il y a une réelle... La différence entre la poussée du cours du Bitcoin ici, du choc bancaire, et la poussée récente, la différence, elle est que la poussée récente est du fait de l'implication institutionnelle. Et j'en veux pour preuve ici le nouveau plus haut, la cassure de résistance de cette mesure de l'open interest sur le contrat futur, les contrats futurs Bitcoin. Ici, c'est tous les exchanges. Ici, c'est chez Binance. Mais par contre, si vous prenez ETH, il ne se passe rien, il n'y a rien. Donc c'est vraiment actuellement centré sur BTC. Ben, c'est normal, c'est parce que les produits là, qui sont mis en avant, qui sont créés par les émetteurs et que les principales banques et courtiers sont en train de relayer, sont sur les ETF. Je vous montre ici par exemple, vous connaissez, alors il y a déjà des ETF dont on a beaucoup parlé, qui existent déjà, notamment celui de BITO, le BITO, et celui de Grayscale. Ils sont, je crois actuellement, dans le top 3 des deux plus gros. Bon, vous prenez le BITO, voilà, le BITO qui est ici, ou encore le Grayscale. Alors le Grayscale, je vous montrais la semaine dernière que lui réalisait déjà une cassure technique haussière des ses récents plus hauts. Mais vous prenez le BITO, ici vous avez les datas. Alors c'est intéressant sur ce site puisque vous avez à la fois, vous avez ici un graphique qui vous montre, on va mettre ça sur un mois, c'est bien, mais on peut aussi mettre ça sur un an pour avoir plus de recul. Les flux entrants vers l'ETF, donc les inflows et les outflows. Quand c'est au-dessus de 0, c'est les inflows, en dessous de 0, c'est les outflows. Et l'impact sur le prix, voilà, vous en avez ici une preuve. La hausse actuelle, l'impulsion récente a été portée par ces flux institutionnels. Clairement pas par les flux des traders particuliers, puisque on sait que la plupart, il n'y a pas de nouveaux entrants actuellement. Ils ont tous quitté il n'y a pas d'arrivée vers les exchanges, et ceux qui sont en position, ils sont sur du cold storage ou ailleurs, et ils accumulent, ils attendent tranquillement. Donc voilà. Mais voilà, donc ça a été essentiellement porté par les institutionnels. Je trouve que là, la mesure de l'open interest est intéressante. Alors, dans les éléments de soutien, il y a la baisse du dollar et la baisse du yuan. Alors ça, effectivement, il ne faut pas sous-estimer ça. Beaucoup se demandent pourquoi Hong Kong, etc. Très bien, pourquoi là-bas les épargnants, ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du patrimoine financier, pourquoi ils veulent aller sur BTC. Et aussi aux États-Unis, dans une moindre mesure, parce que la monnaie baisse. Le yuan, alors déjà, le dollar face à un panier de devises baisse, j'en parle chaque semaine, je vais vous remontrer, on est toujours dans une construction technique baissière sur le dollar. Avec cette perspective que la Fed pivote en premier, etc., patati patata. Et le yuan, lui, s'effondre. C'est-à-dire que le dollar baisse, mais le dollar face au yuan, c'est une fusée. Si vous prenez l'USD-CNY ou l'USD-CNH, vous avez le yuan renminbi de la Chine continentale et celui dit offshore, le CNH, qui justement d'ailleurs opère à Hong Kong, c'est le bull run. C'est le bull run. En gros, la monnaie locale chute face au dollar, et là-bas, les épargnants les plus fortunés cherchent à se couvrir contre cette baisse de la monnaie face au dollar. Et ça amène des flux vers le marché crypto. Et entre autres, là, forcément, si le régulateur de Hong Kong incite les banques à mettre en avant les nouveaux ETF BTC, voilà, vous comprenez un peu la logique. Donc, je vais vous montrer ça, mais cette thématique de la monnaie est importante. Alors, pour le dollar américain, je vous remontre l'indice de devise américain, le fameux DXY, voilà, toujours la construction technique baissière, je n'ai rien à ajouter depuis la semaine dernière. Ça reste la ligne reste inchangée. Maintenant, je vous montre l'effondrement du yuan chinois. Ici, vous avez le yuan renminbi, le CNY, qui est la devise de la Chine continentale. Voilà, c'est ce qu'on appelle un bull run, c'est en train de casser les récents plus hauts, il n'y a pas de divergence, etc. Je vous montre celui de Hong Kong, qui pareil s'envole. Alors, pour quelle raison? C'est parce qu'en Chine, l'inflation est très faible. Vous avez ici la comparaison alors, les taux d'inflation sont en rouge, des taux d'inflation en Europe, aux États-Unis, en Chine. En Europe, 6,10, aux États-Unis, 4 et en Chine, 0,20. D'ailleurs, en Chine, la croissance économique existe, mais elle est inférieure à ce que le gouvernement envisageait. Donc, il y a une politique monétaire qui est l'opposé de celle qui est pratiquée en Occident, de relance. L'inflation est quasiment négative en Chine. Et si vous prenez la politique monétaire comparée de toutes les banques centrales, vous avez ici, en vert, le taux de la Fed
toutes les banques centrales occidentales, celle du Japon et là en rouge la Chine, c'est la seule qui baisse ses taux. Donc, il y a actuellement, pour relancer, booster la croissance, une politique monétaire de relance en Chine, d'injection monétaire, qui met la pression sur le yuan et qui incite les épargnants locaux à chercher de quoi se couvrir contre la baisse de la monnaie. Voilà. Alors, donc, j'en étais où? Je ne sais plus. Les taux d'intérêt. Oui, alors les taux d'intérêt sous résistance, ça, cela peut être un facteur de soutien. Vous vous souvenez forcément, c'était alors, je me perds dans tous mes charts. Voilà, j'y reviens. Ici, vous avez eu, oui, j'aime bien mettre des petites flèches comme ça. Ici, vous avez eu la poussée du choc bancaire. La poussée du cours du Bitcoin, du choc bancaire, hein, de 20 000 à 30 000 dollars. Elle était du fait de la chute des taux d'intérêt. Je prends ici le rendement obligataire à 2 ans des États-Unis. J'observe que ce rendement obligataire à 2 ans revient sous résistance. La plupart des taux d'intérêt du marché, reviennent sous résistance. Là, vous avez ce qui s'était passé début mars. Je me dis que nous pourrions peut-être avoir du soutien à nouveau d'un repli des taux d'intérêt à un moment où, en plus, la volatilité du marché action est très basse. Et ça, c'est un schéma de volatilité qui est favorable aux actifs, risqués. Alors, il y a aussi un autre élément qui est important, j'avais remarqué ça récemment, c'est l'arbitrage vis-à-vis de l'or et l'argent. Alors par exemple, aujourd'hui sur la séance, il y a une petite pause du BTC, il y a un retracement. Voilà, moi je ne serais pas surpris de dire maintenant le nouveau support, c'est 28 800 $. En données hebdomadaires, c'est l'ancien plus bas ici de l'été. Je ne serais pas surpris qu'on temporise avant de tenter une cassure technique haussière. Alors voilà, les bearish, il y a peut-être encore un ultime espoir pour les bearish, c'est celui d'un double top à 31 000 $. Au fond, le niveau d'invalidation de la hausse n'a pas changé. Ça reste les 25 000 $. Bon, ça n'a pas changé. Là, vous voyez qu'il y a une petite pause actuellement sur le BTC. C'est en grande partie parce que il y a un rebond de l'or et l'argent. Je vous montre ici l'argent métal qui est revenu sur support. Vous avez l'once d'or qui lui défend toujours. Alors c'est un gros niveau, c'est son ancien record historique. Voilà, il est plus ou moins calé dessus. Donc voilà, j'ai observé ça, ce qui explique la pause aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner que très rarement au sein d'une même séance, vous verrez ces deux marchés progresser ensemble. Mais overall, c'est quand même le marché crypto qui surperforme. Vous avez là l'analyse technique du ratio Bitcoin-Or. Il poursuit sa tendance haussière, je vise toujours le haut du nuage et tout. Overall, il y a quand même de la surperformance des cryptos vis-à-vis du gold, tout comme il y a encore de la surperformance du cours du Bitcoin vis-à-vis du marché action. Et d'ailleurs, alors maintenant, l'impulsion récente nous a ramené sous les résistances Ishimoku. Ici sur le ratio Bitcoin S&P 500, c'est le haut du nuage. Et c'est partout pareil, hein. Si vous regardez sur le Bitcoin All-Time History Index, voilà, au final je suis assez content parce que rappelez-vous, je vous proposais la comparaison avec le Nasdaq qui était rentré dans le nuage et qui avait rejoint la partie haute, et bien ça y est, on a presque enfin rejoint la partie haute. Bon, ici je transpirais un peu, mais voilà, là on est revenu presque à la partie haute. Vous voyez que la lagging span tape le nuage, donc voilà, là on est quand même sous des résistances, ça ne va pas être franchi facilement, donc c'est pour ça que je ne suis pas étonné qu'on temporise un peu sous les récents plus hauts. Mais j'y viens tout à l'heure, on va regarder un peu les cibles théoriques. Alors, la surperformance du Bitcoin, jusqu'à quand? La surperformance du Bitcoin jusqu'à quand? Bon, ça je vous en parlais tout à l'heure. La dominance qui est sortie par le haut, très bien. On peut avoir le sentiment que ça peut monter jusqu'ici avant de retracer. Alors, bon, ok, c'est vrai que c'est la cible théorique, la dominance du Bitcoin, d'aller chercher les 57%. C'est 50% de retracement de toute cette phase-là, c'est l'objectif de la sortie de range. Après, voilà, c'est quand même archi suracheté. Il n'y a pas de divergence, mais c'est archi suracheté. On peut à un moment ou à un autre faire d'abord un mouvement de retour sur les 50%, mais bon, overall, moi je ne serais pas surpris que sur l'ensemble de l'été, quand même, Bitcoin garde le lead. Maintenant, comment est-ce qu'on peut... en fait, comment trouver le moment où BTC sera moins en surperformance, voire peut-être même arrêtera? Au-delà de l'analyse technique de la dominance du BTC, il y a une autre approche qui peut être, si vous avez le temps, de regarder les paires en BTC. Voilà, de vous taper tout le screening de toutes les paires en BTC. Les ratios, en fait, token/BTC. On peut faire l'analyse technique, sans souci dessus. Certaines commencent à être sur support. Donc il y aura des moments comme ça où certaines alts peuvent faire mieux que le BTC dès lors que leur ratio face au BTC revient sur support.
sais pas si vous me comprenez. Bon, je vous montre quelques exemples. Typiquement, par exemple, je prends récemment, voilà, je prends par exemple, hier vous avez observé une poussée de NIR. C'était en début de semaine. NIR USD a fait mieux que le BTC. Mais pourquoi? Parce que vous aviez un retour sur un support historique pluriannuel du ratio NIR-BTC. Voilà, là je suis sur NIR-BTC. Donc en fait, même dans cette phase de surperformance du BTC, il y aura des moments où les alts feront mieux, certaines alts feront mieux, dès lors que leur ratio face au BTC sera sur support. Voilà. Et donc ça, il y en a un certain nombre. On peut aussi avoir le sentiment voilà, que là, par exemple, sur LTC, BTC, on est sur un plus bas. Voilà, sur ETH, BTC, je vais en dire un mot tout à l'heure. Mais voilà, donc ça fait partie des éléments à suivre. Je continue parce que j'avais plein de choses à vous montrer. Nouvelle clôture technique mensuelle cette semaine. Alors celle-là, vivement le 30 et vivement et espérons que ça tienne. Parce que franchement, si tout va bien, si le marché arrive à clôturer la semaine proche des 30 000 $, honnêtement, c'est propre. On confirmerait la cassure haussière des 50 sur le RSI et nous aurions, et là, ça fait longtemps qu'on l'attend, un croisement de la ligne de LMACD au-dessus de sa ligne de signal. Pas encore au-dessus de 0, hein, c'est vraiment quand on dépasse 0 qu'on accélère, mais voilà, ce serait vraiment quelque chose d'engageant si le BTC avait la bonne idée de vouloir clôturer la semaine autour des 30 000 $. Alors maintenant, sur l'approche fractale du BTC, écoutez, mettons de côté le cas baissier, même s'il reste encore possible, si le marché vient casser les 24-25 000 $ et qu'on fait un double top, là ce serait, c'est leur dernière chance. Maintenant, voilà, est-ce que le marché a fini la vague 1 ? Ou est-il en train de faire la 5 de la 1 ? S'il a fini la vague 1 et que la 2 c'était le retracement à 50 000, c'est que nous serions dans la grande 3, la plus impulsive. Là, pour le plaisir, j'ai mis des targets de la grande 3. Ça, franchement, ça me paraît méga trop bullish. Il faut se calmer. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que plutôt, nous sommes encore en train de construire la 1. Imaginez-nous, nous sommes toujours en train de construire la 1. Et je vais donc donner ici un objectif le plus défensif possible. Je vais enlever l'Ishimoku parce que là, franchement, on ne capte plus rien. Voilà, donc si nous sommes en train encore de construire la 1, donc nous avons fait la 1, la 2, la 3, la 4, et nous sommes dans la 5 de la 1, la target d'une 5, c'est au minimum 0,61 d'extension de la 3 au bas de la 4. Je l'ai mis là, 0,61,8 d'extension de la 3 au bas de la 4, ce qui donne ici, ce qui donne en fait le plus bas de janvier 2022, ce qui donne en fait comme target les 33 000 $ en cas de dépassement, en cas de cassure technique haussière des 31 000 $, ce que le marché n'a pas encore réussi à faire sur la base d'une clôture. Donc voilà, ça c'est un objectif. Maintenant voilà, tout ça c'est bien beau. C'est quoi l'invalidation de tout ça? Alors oui, en hebdo, l'invalidation c'est de recasser les 25 000 $. On fera un double top. Ok, non mais il faut serrer tout ça. Pour moi, l'invalidation, l'ultime invalidation, en tout cas la nouvelle invalidation du rebond actuel, ce serait de casser les 28 800 $. Vous voyez, c'était le plus bas de l'été dernier, de l'été 2021, pardon. C'était ce niveau ici de janvier 2021. Là, c'était les tweets d'Elon Musk, je me souviens. Bon, vous voyez comme moi le gros niveau horizontal. On avait tenté de le dépasser ici en avril, on a fait un avalement baissier. On le redépasse, c'est la nouvelle invalidation. Donc voilà, c'est pas 25 000. Il faut défendre définitivement les 28 500, 28 800 pour rester dans cette phase haussière. Et derrière, bon, pour neutraliser un scénario de double top, il faut réaliser une cassure technique de résistance. Allez, en bref, ETH, BNB et le token Nexo que vous avez choisi dans les sondages. Alors bon, ça sous-performe. Jusqu'à quand ça va sous-performer? Déjà, la première chose que moi j'observe, c'est qu'effectivement, on est très loin de l'actualité liée au BTC. Ben oui, toute l'actualité, elle est autour des ETF sur le BTC. Donc voilà, c'est simple. Vous comparez l'évolution de la mesure de l'open interest sur le BTC avec ce qui se passe sur ETH, mais il ne se passe rien sur ETH. Donc pour l'instant, c'est le calme plat. Alors sur le plan technique, on a préservé l'essentiel. On a préservé les 1530 $ qui était l'ancien record historique. Les 1650 $, qui est aussi un niveau horizontal important, c'était le plus bas ici de l'été dernier. On reste dans une phase ascendante, qui elle, est beaucoup plus lente. Où se situe l'invalidation de la hausse, parce que je vous ai parlé des 28 500, 28 800 pour le BTC, je mettrais ça à 1800 $. Voilà, c'est ce niveau horizontal, c'est le canal. Voilà, notez qu'il y a quand même une différence, c'est qu'en daily, on n'a pas dépassé ici la SSB sur ETH, alors que le BTC, lui, l'a fait. Bon, c'est cette surperformance du BTC vis-à-vis d'ETH. Et d'ailleurs, ça correspond aussi au nuage, donc voilà, on s'y retrouve. Bon, ETH, BTC...
Alors OTH BTC, bon bah là moi je me suis fait un peu piéger. Alors piéger oui non, c'est-à-dire que bon, j'ai toujours eu ma pattern en wedge. Je pensais qu'on en sortirait par le haut ici, en fait on a juste échoué dans la partie haute. Maintenant on revient dans la partie basse, est-ce que c'est intéressant? Est-ce qu'il faut attendre ici? Je sais pas. En tout cas, si un jour ETH BTC arrive là, bas de range MM200, moi je paye les yeux fermés, avec en plus la trendline. Maintenant voilà, si ça va dépendre de BTC. Si BTC est vraiment archi fort, on risque de casser par le bas ce machin, d'aller là. Et donc ça va être intéressant, parce que si ETH BTC réagit ici, c'est que finalement, voilà, on serait peut-être proche du passage de relais. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas, et là, bon, il n'y a pas de réaction, donc on verra bien. Bon, le Binance Coin, lui, ça fait partie justement de ces baromètres qui invitent encore à la prudence. Il est en baisse depuis le début de l'année. Il s'accroche tant bien que mal à la moyenne mobile à 200 semaines. C'est archi saut, archi tendu. En fait, s'accrocher à un support, c'est bien, mais tant qu'on ne dépasse pas de résistance, il ne se passera rien. Et pour l'instant, il n'y a pas de dépassement de résistance. Il faudrait dépasser les 245 $ en données hebdomadaires. Mais en fait, voilà, je vais en données journalières. Il faudrait être capable de dépasser les 255 $. C'est un niveau pivot horizontal, chartiste. On voit parfaitement à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour être rassuré ça reste un baromètre de marché, hein, de l'attrait, de la confiance vis-à-vis du marché crypto et des soucis réglementaires, juridiques et judiciaires des plateformes crypto. Donc à suivre, mais pour l'instant on s'accroche au support. Et enfin le token Nexo que vous avez choisi, eh bien c'est un trading range, mais c'est un peu chaud. Alors je fais l'analyse globale. Ok, très bien, il y a eu la grosse poussée ici du monde d'avant. Maintenant, le marché stabilise ici dans cette phase de trading range. Bon, c'est une phase latérale. Il y a plusieurs éléments. Cette phase latérale, elle prend la forme d'un triangle rectangle chartiste. Bon. Vous savez, le triangle, vous allez souvent voir les figures comme ça dans les figures chartistes de continuation. Pour moi, c'est complètement neutre. Le momentum est en divergence haussière avec l'action des prix, mais il faudrait dépasser 50 pour l'activer. Là, vous voyez que le marché teste les 50, donc ce n'est pas encore fait. Les 50% de retracement. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku, et là où c'est parfait, c'est que la partie haute de la figure chartiste est couverte aussi par la Kijun-sen. Le nuage est au-dessus, donc ok, faire un range, c'est bien, on tient un support. Le niveau qui serait parfait, le niveau de support qui serait parfait, c'est cette zone-là, c'est cette zone des 26, des 30 centimes, c'est la tendance de long terme, c'est la grosse zone de liquidité, c'est le 61,8 de retracement, mais justement, c'est peut-être la zone qui est trop parfaite. Moi, mon plan sur le token Nexo, ça vaut largement le coup d'attendre la résolution de cette figure chartiste. Le marché casse le support, vous aurez la certitude que nous irons d'abord chercher cette zone-là, avant derrière de rebondir. Par contre, ce scénario qui serait peut-être trop parfait sur le plan chartiste n'interviendra pas si le marché est capable de sortir par le haut de cette figure latérale. Et je dirais qu'un bon start serait d'attendre une cassure technique hebdo de la Kijun en données hebdomadaires pour voir le jeton être capable d'activer la divergence de momentum potentiel ici en RSI et ensuite d'entrer dans le nuage et de s'aligner sur une configuration Ishimoku que nous avons déjà vue. Donc voilà, figure de transition latérale à suivre pour la suite des événements ici sur le token Nexo. Et ainsi s'achève, le Cryptos Technical Briefing qui était décidément long cette semaine, mais j'avais plein de choses à vous dire. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Merci encore pour vos commentaires, vos likes, et à la semaine prochaine. Salut!